Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre écoute et de votre fidélité. Et on reparle donc ce matin de cet accord historique, accord de normalisation entre Israël et le Maroc. Donald Trump l'a annoncé jeudi soir sur Twitter. Depuis, d'autres annonces ont été faites, notamment cette nouvelle normalisation entre Israël et le royaume bouddhiste du Bhoutan en Asie du Sud. Et tout cela est loin d'être terminé puisque d'autres pays, à l'image des Émirats, du Bahreïn et du Soudan, pourraient rapidement suivre le pas. Christophe Dar, vous êtes toujours avec moi ce matin. Et on revient donc sur les dernières heures diplomatiques très intenses et les suites, bien sûr, de cet accord de normalisation entre l'État juif et le royaume chérifien. Et oui, hier, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a fait le service après-vente. Il a accordé un entretien au quotidien israélien, le Yediot Aharonot, et a affiché son optimisme. Les relations entre Israël et le Maroc sont spéciales. Ils ne peuvent être comparés aux relations qu'Israël entretient avec aucun autre pays arabe. Le ministre marocain des Affaires étrangères ajoute dans les colonnes du Yediot que le Maroc a une histoire importante avec la communauté juive, une histoire particulière dans le monde arabe. Le roi et les rois précédents, dont Hassan II, respectaient les juifs et les protégeaient. Et le Maroc a une histoire importante avec la communauté juive, une histoire particulière dans le monde arabe. C'est ce qu'a dit donc le ministre des Affaires étrangères marocain également. Et c'est justement ce que vont bientôt apprendre certains écoliers marocains. Et oui, des cours sur l'histoire et la culture de la communauté juive vont être enseignés en arabe aux élèves marocains en dernière année de primaire, où l'âge des élèves tourne alors autour de 11 ans. Et ce sera donc au prochain trimestre. Pour Serge Berdougo, le secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Royaume, cette introduction est, je cite, une première dans le monde arabe et fait l'effet d'un tsunami. Et il faut dire que la présence juive au Maroc est très ancienne et qu'elle a aussi profondément marqué le Royaume de son empreinte. Bah oui, qu'est-ce qu'on ferait pas pour parler d'histoire ce matin. Oui, les écoliers marocains qui vont ainsi découvrir lors de ces cours et dans leur manuel scolaire que la communauté juive est présente au Maroc depuis l'Antiquité, qu'elle a influencé tous les secteurs de la société, notamment l'architecture, la musique et la cuisine. Elle s'est développée, bien sûr, après l'expulsion des Juifs d'Espagne par les rois catholiques, c'était en 1492. Les enfants qui vont aussi apprendre au Maroc que le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah, dit Mohamed III, a fait beaucoup pour les Juifs marocains. On était au XVIIIe siècle. Il a fait beaucoup. Alors rappelez-nous justement ce qu'a fait précisément ce sultan. Oui, parce qu'il a choisi en fait le port de Mogador et sa forteresse bâtie par les colons portugais pour fonder la ville d'Essaouira dans le sud, qui devient alors un centre diplomatique et commercial et qui devient, sous son impulsion, la seule cité en terre d'islam comptant une population à majorité juive, avec alors jusqu'à 37 synagogues. J'ajoute aussi bien sûr que la communauté juive marocaine comptait 250 000 âmes à la fin des années 1940, ce qui représentait 10% de la population. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de juifs sont partis après la création de l'État d'Israël en 1948. Il en reste environ 3000 aujourd'hui. Ouais, une situation qui a réjoui évidemment une grosse partie de la communauté juive du Maroc, mais évidemment, et immédiatement après l'annonce de cet accord, sans surprise, les principaux groupes islamistes du Maroc l'ont eux condamné. Oui, c'est d'ailleurs un petit peu, Ilana, ce qu'on avait observé, souvenez-vous, il y a quelques semaines au Soudan, où la déclaration, l'accord de normalisation n'était pas passé dans certains partis, notamment les plus religieux. Là, c'est le cas notamment de la branche religieuse au Maroc, du Parti de la Justice et du Développement. C'est en fait le parti tout puissant qui est au pouvoir. Et le Premier ministre marocain, qui est d'ailleurs le chef de ce parti, semble quelque peu sur ses gardes, puisqu'il a affirmé samedi que l'établissement de relations officielles avec Israël ne changera pas la situation du Maroc sur la question palestinienne et le souhait d'une solution à deux États. C'est donc ce qu'on avait aussi observé au Soudan il y a quelques semaines, des réticences jusque dans les rangs du pouvoir en place. D'ailleurs, dans le cas du Soudan, c'était assez exceptionnel puisque le Premier ministre soudanais avait d'abord dit qu'il était contre les accords de normalisation avant finalement de bien devoir les accepter. Bon, alors on évoque cet accord de normalisation, Christophe, mais il faut dire que cet événement ne s'est pas fait sans la reconnaissance aussi par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur ce qu'on appelle le Sahara occidental. Enjeu très important pour Rabat. D'ailleurs, Washington a dévoilé samedi une carte du Maroc intégrant ce territoire très disputé. Oui, effectivement, disputé car initialement le Sahara occidental, en fait, c'est une ancienne colonie espagnole qui est située au sud du Maroc et au nord de la Mauritanie. 603 000 habitants, 266 000 km². C'est en fait un territoire désertique et non autonome selon les Nations Unies qui en fait n'a pas trouvé de statut définitif sur le plan juridique depuis le départ des Espagnols du Sahara occidental. C'était en 1976. Depuis, en fait, il y a un affrontement entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie qui se disputent donc ce territoire et l'ONU est incapable de trouver une solution. Alors évidemment, les États-Unis ont tranché en faveur du Maroc. Du coup, l'Algérie est en colère. Le
le pays dénonce des manœuvres étrangères et pointe du doigt Israël. On parle de la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais en quoi cela concerne Israël ? En fait, plusieurs responsables marocains attendent que l'État hébreu, avec ses accords de normalisation, aide le Maroc à promouvoir la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental, que ce soit au sein de l'Union européenne, des Nations Unies ou d'autres instances internationales. Alors un élément très important, on évoque donc la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, et je le disais donc en introduction tout à l'heure, un accord de normalisation qui a aussi été signé quelques heures plus tard en Asie entre le Bhoutan et Israël, et ça c'est aussi une première. Oui, là on change de continent, et effectivement pour le restituer sur une carte, le Bhoutan c'est ce royaume bouddhiste situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya. En fait c'est une enclave réputée pour ses monastères, ses forteresses et puis aussi ses magnifiques paysages. Alors est-ce que c'est pour cette raison que le Bhoutan est célèbre, vous le savez, pour avoir inventé un indice dont on aurait bien besoin en France, sauf vous Ilana parce que vous êtes toujours rayonnante, c'est le bonheur national brut. Et oui, le BNB, un indicateur qui mesure le bien-être d'une population. Ça existe depuis 1972. Et en tout cas, cette coopération avec Israël se fera dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'agriculture et de la santé. Bon, merci pour le compliment, Christophe. Israël qui espère donc une visite du roi du Bhoutan l'an prochain à Jérusalem. Oui, j'ajoute que le Bhoutan n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec les États-Unis, le Royaume, la France, la Russie et la Chine. Donc pas avec grand monde, seulement 53 pays. C'est dire donc bien sûr si pour Israël cette normalisation est tout à fait exceptionnelle. Et donc après les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn en septembre dernier, le Soudan le mois dernier et le Maroc jeudi soir, un 5e pays musulman pourrait aussi établir des relations diplomatiques avec Israël. Par ailleurs, il s'agit du sultanat d'Oman, on l'évoque déjà depuis plusieurs semaines. Oui, situé dans le Golfe, c'est une monarchie de 5 millions d'habitants avec les Émirats Arabes au nord, les Arabies Saoudites à l'ouest et le Yémen au sud-ouest. Et justement, parlant de l'Arabie Saoudite, Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump, a déclaré qu'un accord de normalisation devrait rapidement intervenir avec Israël avant la prise de fonction de Joe Biden dans un mois. Ce serait une récompense en quelque sorte pour Riyad, car il se murmure que les Saoudiens ont joué un rôle important dans les pourparlers américano-marocains. Ils ont fait pression sur Rabat pour renouveler ses relations diplomatiques avec l'État hébreu. Oman, l'Arabie Saoudite, c'est vrai que Donald Trump avait affirmé il y a quelques semaines aussi qu'entre 5 à 10 pays arabes allaient normaliser leurs liens avec Israël. On y est clairement là. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'a répété hier en visite à Jérusalem le conseiller américain à la sécurité nationale. Il est très optimiste sur de futurs accords de normalisation et effectivement d'autres pays pourraient emboîter le pas. On parle du Niger, du Mali, du Djibouti, de la Mauritanie, des Comores en Afrique, mais aussi du Pakistan, de Brunei, du Bangladesh et des Maldives en Asie. Celui qui semble tenir la corde avec le sultanat d'Oman, c'est l'Indonésie. Un accord pourrait intervenir très rapidement, un accord de normalisation avec Israël. Et à suivre évidemment, on suivra ce dossier. Merci Christophe pour toutes ces informations. On reviendra justement à 7h45 par ailleurs sur ces accords de normalisation entre Israël et